Alors, après que Michel Paradon et Catherine Simon m'aient invité à venir présenter Pierre-Henry de Passage à Metz le 27 mars pour une création mondiale, et je les en remercie, j'ai réalisé que le temps d'une conférence ne suffirait pas à présenter de manière exhaustive un compositeur dont l'œuvre foisonnante débuta en 1950 et se poursuit encore aujourd'hui. J'ai donc pris le parti de vous raconter ce soir l'histoire de la musique concrète et le rôle qu'y joua Pierre-Henry. Alors la musique concrète n'existerait pas sans l'invention géniale de l'électrophone, invention que le musicologue et compositeur canadien Raymond Murray Schaeffer, que voilà, qualifie de schizophonie parce qu'elle consiste à détacher le son de sa cause initiale dans le temps et l'espace. Il existe des textes prémonitoires à cette invention, comme celui de Rabelais, qui en 1552, dans son quart-livre des aventures de Pantagruel, relate l'histoire de héros naviguant sur des mers lointaines qui entendent des bruits et des cris effrayants d'une bataille qui s'était déroulée pendant l'hiver précédent. En fait, Rabelais raconte que ces bruits avaient été gelés pendant les grands froids et se faisaient entendre au moment du dégel. Pierre Schaeffer, le futur inventeur de la musique concrète dont on va parler tout à l'heure, rend hommage au texte de Rabelais dans son œuvre de 1952 intitulée « Les paroles dégelées ». Je tire à la braise lorsqu'elle s'éclate, et nous fit tous de peur tressaillir. C'était un coup de canon, son temps. Pour Dieu, donnez-moi encore. Donner parole est acte d'amour. Vendez-moi donc. C'est acte d'avocat, vendre parole. Quoi de plus, c'est quoi de plus? Je vous vendrai plutôt silence, et plus chèrement. Ce nonobstant, il en jeta sur le tillac 3 ou 4 poignées. Et l'on vit des paroles bien piquantes, des paroles sanglantes, des paroles horrifiques. Ah oui, oui, t'es là. Et autres assez mal plaisantes à voir. Hé, fils de Dieu, fais un miracle. Lesquels ensemble fondus entendîmes, et ne sais quels autres mots barbares. Autre texte prémonitoire, mais plutôt à la future musique électronique, celui de Sir Francis Bacon. À ne pas confondre, philosophe et chancelier du roi d'Angleterre Jacques Ier, à ne pas confondre avec le peintre, hein, et qui écrit en 1624 dans son ouvrage La Nouvelle Atlantide, « Nous avons aussi la maison des sons. Là, nous essayons tous les sons et mettons en évidence leur nature et leur mode de génération. Nous avons des gammes et des accords que vous ignorez, marchant par quarts de ton, et des glissades entre les notes encore plus rapprochées. Pareillement, divers instruments de musique de vous inconnus, dont certains sont plus doux que tous ceux que vous avez. Nous savons produire des sons faibles de telle sorte qu'ils apparaissent comme graves et forts. De la même façon, les sons très forts, nous savons les faire apparaître comme faibles et aigus. Nous faisons des trémulations et des tris à partir de sons qui, dans leur premier jaillissement, sont un et entiers. Nous reproduisons et imitons tous les sons articulés et les lettres, ainsi que les cris et les chants des quadrupèdes et des oiseaux. Nous avons certains instruments capables de seconder l'ouïe. Posés sur l'oreille, ils augmentent grandement la capacité auditive. Nous avons encore, dû à notre art, divers échos surprenants qui renvoient la voix plusieurs fois et en quelque sorte se lancent en l'air. Certains répercutent la voix en l'amplifiant. D'autres la rendent stridente, tandis que d'autres encore la renvoient plus grave. Il y en a même qui répercutent les phrases en ayant modifié les lettres ou certains sons articulés. Nous avons enfin les moyens de transporter les sons dans les conduits ou les tuyaux, y compris sur de longues distances et sur des trajets sinueux. En fait, Francis Bacon avait anticipé l'invention, avec plus de 2 siècles et demi d'avance, des amplificateurs, 1906, du microphone, 1920, des casques audio et des pédales d'effet, alors même que la loi de l'électricité n'était pas encore connue.
Je vous rappelle que la première pile électrique a été fabriquée par Alessandro Volta en 1799. Alors ce vieux rêve qui consiste à enregistrer et à restituer des sons n'a commencé à se réaliser que pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. Vers 1850, Léon Scott de Martinville enregistre des discours et des chansons sur un cylindre qu'il appelle le phono-autographe. Mais il ne peut en restituer le son. En fait, il gèle les paroles, mais il ne peut pas les dégeler. Du moins jusqu'à une date récente, puisqu'en 2007, un institut américain d'Atlanta a réussi à restituer la voix de Scott de Martinville lui-même, qui avait gravé avec son appareil Au clair de la lune. Alors je vais vous faire entendre un enregistrement émouvant, puisque c'est le plus vieil enregistrement existant et qui date de 1860. En 1877, Charles Cros élabore les plans de son paléophone, mais n'a pas l'argent ni pour le fabriquer, ni pour en déposer le brevet. En cette même année de 1870, Thomas Edison invente le phonographe qui permet d'enregistrer et de restituer des sons sur un cylindre. On le voit ici sur cette photo avec un de ses phonographes. Là, on a d'autres photos de ses phonographes. En 1887, Émile Berliner reprend plus ou moins les plans de Charles Cros pour fabriquer son gramophone dont le support est le disque, qui a l'avantage de prendre moins de place que le cylindre. Au début du XXe siècle, on fabrique également les premiers instruments dits électroniques, comme le thérémine en 1924, qu'on appelle aussi hétérophone, car il se joue sans contact direct avec l'instrument. Là, c'est thérémine qui fait c'est thérémine lui-même. Donc la main droite qui s'approche de l'antenne règle le grave aigu, et la main gauche qui s'approche de l'anneau là règle le son plus ou moins fort. On fabrique aussi les ondes Martenot en 1928 et le trottonium en 1930. Mais ces instruments ne sont en fait que des instruments de plus pour lesquels les compositeurs écrivent des partitions, comme pour n'importe quel autre instrument classique. Le résultat n'a rien à voir avec la future musique électronique du début des années 50. Bohuslav Martinou écrira pour le thérémine, Darius Milhaud, Olivier Messiaen et André Jolivet pour les ondes Martenot, Pauline Demitz et Hans Eisler pour le trottonium. Dans cet extrait d'Équatorial d'Edgar Varèse, qu'on va entendre maintenant, on entend à la fois le thérémine et les ondes Martenot. À l'invention de l'électrophone, qui date donc de la même époque que l'invention du cinéma. On peut d'ailleurs se demander pourquoi cette invention ne sert jusqu'en 1948 qu'à enregistrer et restituer des discours ou de la musique et non pas à créer un art nouveau. C'est un peu comme si au cinéma on s'était contenté de filmer les images documentaires, de les restituer telles quelles, sans montage, trucage et autres procédés. Alors, aucun compositeur ne pense à utiliser cette trouvaille pour inventer un art nouveau. On a par contre quelques précurseurs, comme le futuriste Luigi Russolo, qui écrit en 1913 dans son Arte dei rumori, l'art des bruits, le son musical est trop restreint quant à la variété et à la qualité des timbres. Il faut rompre à tout prix ce cercle restreint des sons purs et conquérir la variété infinie des sons bruits.
Alors Russolo fabriqua d'ailleurs des intonarumori, des machines à faire du bruit que l'on entend dans Risveglio di una città qui date de 1914. Pierre-Henry rendra hommage à Russolo et aux futuristes dans son œuvre de 1975 intitulée Futuristi. En 1926, Antonin Artaud écrit déjà « On se servira de bruits réels enregistrés sur disque et dont on réglera à son gré l'intensité et le volume par le moyen d'amplificateurs et de haut-parleurs distribués dans tous les endroits de la scène et du théâtre. » En 1932, ce même Artaud écrit « Il y a une idée concrète de la musique où les sons interviendront comme des personnages, où des harmonies sont coupées en deux et se perdent dans les interventions des mots. De plus, la nécessité d'agir directement et profondément sur la sensibilité par les organes invite, du point de vue sonore, à rechercher des qualités et des vibrations de sons absolument inaccoutumées. Qualités que les instruments de musique actuels ne possèdent pas et qui poussent à remettre en usage des instruments anciens et oubliés ou à créer des instruments nouveaux. Elles poussent aussi à rechercher, en dehors de la musique, des alliages renouvelés de métaux, que des fusions puissent atteindre un diapason nouveau de l'octave, produire des sons ou des bruits insupportables, lancinants. Ces deux textes, en fait, ont été repris dans son manifeste « Le théâtre de la cruauté » et qui ont été repris ensuite dans son ouvrage « Le théâtre et son double ». Alors, dans ce texte de Artaud, donc Artaud est visionnaire non seulement concernant la future musique concrète, mais
également quant à la réhabilitation des instruments anciens qu'on utilise maintenant systématiquement pour interpréter les musiques du Moyen-Âge, de la Renaissance et du baroque. Pierre-Henry rendra hommage à Antonin Artaud dans son œuvre Fragments pour Artaud, créée en 1970 au Festival de Royan. Dans cet extrait intitulé Le langage, on entend le lettriste François Dufresne qui émet, comme l'écrit Michel Chion, de longues plaintes inarticulées pulsées par des rythmes saccadés. À la fin des années 20, apparaît, après le disque, la piste optique du film parlant. Son originalité est d'être une bande qui, contrairement au disque, permet le montage. C'est donc logiquement un cinéaste que l'on doit ce qu'on pourrait appeler la première œuvre de musique concrète. Ce cinéaste s'appelle Walter Ruttmann, qui réalise en 1930 un film sans images d'une douzaine de minutes intitulé Weekend et qui raconte le week-end d'un travailleur à partir de ses derniers moments à l'usine, puis sa vie de famille avec des gamins qui répètent leurs leçons de piano et récitent le Erlkönig de Goethe. Voici. Hallo, Fräulein. Bitte Döner auf 42,40. Erlkönig. Ich verbitte mir das! Bitte. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der... Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Döner 42. 4 mal 4 ist... 4. Stock, Spielwaren, Schuhwarenladen, Lebensmittelabteilung. Bitte, erlauben Sie mir doch. Und erlauben wir uns? Erlauben Sie mal. Sie ebenso dringend wie höflich. Hallo, Fräulein. Mein Sohn... Aber Fräulein. Alors Pierre-Henry rendra hommage à Walter Ruttmann dans son œuvre La Ville, Die Stadt, inspirée du film de Ruttmann, Berlin, Symphonie de la Grande Ville, de 1927, et également de Weekend.
début des années 30, un autre précurseur de la musique concrète est un autre cinéaste, l'Australien Jack Elliott, qui est à droite avec le gros... qui utilise des bruits de train dans Journey One, la bande-son d'un film non terminé intitulé Quicksilver. Paul Boisselet, ça vous dit peut-être rien, né en 1917 à Metz-Ban-Saint-Martin, est aussi précurseur de la musique dite mixte, puisqu'il est le premier en 1947, avec sa symphonie rouge, à mélanger des sons préenregistrés et des sons instrumentaux. Sa symphonie rouge est en fait précurseur de Hymnen de Stockhausen, puisqu'on y entend la Marseillaise, l'hymne soviétique, l'hymne allemand, le God Save the Queen anglais, et la sonnerie aux morts. Alors remarquons que ce disque n'est sorti qu'en 1964. On peut donc légitimement avoir des doutes sur la date d'enregistrement, étant donné qu'à cette époque, le magnétophone grand public n'existait pas encore, et que Paul Boisselet n'est mentionné, à ma connaissance, dans aucune histoire de la musique, ni sur Internet. Pourtant, on a bien la preuve de la composition de sa symphonie rouge en 47-49, puisque la revue Le Guide du concert, qu'on voit ici, qui date de décembre 1949, nous montre en page de couverture l'annonce d'un concert de Boisselet avec sa symphonie rouge, donc, pour cette époque-là. Alors je vais vous faire passer un extrait de cette symphonie rouge. Ces premières expériences ne seront pas renouvelées et il faudra attendre 1948 pour que naisse la musique concrète de Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer est né à Nancy en 1910, il est ingénieur polytechnicien en 1934 et rentre au PTT à Strasbourg. Il travaille ensuite à la radiodiffusion française, l'ancêtre de Radio France,
et crée en 1944 un studio d'essai voué à l'expérimentation radiophonique. En 1951, il crée le GRMC, groupe de recherche musicale concrète, puis le GRM, groupe de recherche musicale. En 1958, au sein de l'ORTF, qu'il quittera définitivement en 1975. Il meurt en 1995. En 1948, il présente lui-même ses 5 études de bruit à la radio. Le club d'essai de la radiodiffusion française présente un concert de bruit conçu et réalisé par Pierre Schaeffer, assisté de Claude Dupont, avec la collaboration technique de Pierre Jacobi, Pierre François et Raymond Verchères. Ce concert de bruit se compose de 5 études qui représentent chacune un ensemble de recherches portant sur la production et la composition des bruits. Le bruit, considéré comme parent pauvre dans le domaine de l'expression sonore, ne sert en général que de décor. Il est employé à titre épisodique pour recréer une atmosphère, indiquer une péripétie. Dans cet emploi subalterne, il est cependant particulièrement évocateur. La question posée est celle-ci. Serait-il possible, dans la riche matière des bruits naturels ou artificiels, de prélever des portions qui serviraient de matériaux pour une construction organisée? Remarquons qu'il suffit d'ouvrir l'oreille, cette oreille que nous possédons dotée en outre d'instruments de précision, d'agrandissement, d'accéléré, de ralenti, et qui n'est plus une oreille nue et dépourvue comme l'était l'œil avant le microscope. Voici qu'il nous apparaît possible de produire une quantité indéfinie de bruits proprement inouïs et de les combiner ensemble avec des facilités incroyables qui ne sont contrebattues que par les suggestions toujours mouvantes des machines. Loin de nous l'idée de vouloir tout vouloir. Une sorte d'imagination artisane nous porterait plutôt à provoquer 1000 essais, obtenant du prestigieux hasard des jeux qui laissent notre imagination à défaut. Vient alors la composition. C'est là, dans l'état actuel de nos recherches, que gît la principale difficulté. Il est facile de jouer les apprentis sorciers, l'embarras surgit du surcroît des richesses, du déchaînement de forces mal calculées, d'une matière rebelle, des machines rendues folles. De tout cet ensemble se dégage une idée générale, c'est qu'il y a un chemin inverse pour aboutir à la musique, qui est de partir de données sonores au lieu de partir d'une notation, et d'une composition ultérieure au lieu de la classique exécution. Si le terme ne risquait pas de paraître prétentieux, nous intitulerions nos essais « Essais de musique concrète », pour bien marquer leur caractère général et qu'il ne s'agit plus exactement de bruit, mais d'une méthode de composition musicale. Au lieu d'une conception a priori, c'est une construction a posteriori. Voici maintenant sa première étude, l'étude au chemin de fer. Dans son premier journal de la musique concrète, Schaeffer explique comment il a composé l'étude pathétique, appelée aussi étude aux casseroles. L'incorporation d'éléments vocaux me tente depuis longtemps. Le disque qui me tombe sur la main contient la précieuse voix de Sacha Guitry, sur tes lèvres, sur tes lèvres, sur tes lèvres, interrompue par la toux de la script, ce qui explique que le disque a été mis au rebut. Je mets sur un autre plateau le rythme fort paisible d'une brave péniche, puis sur 2 autres plateaux, ce qui me tombe sous la main, un disque américain d'accordéon ou d'harmonica et un disque baliné. Puis, exercice de virtuosité aux 4 potentiomètres et aux 8 clés de contact, la péniche des canaux de France, l'harmonica américain, les prêtres de Bali et le lancinant sur tes lèvres se mettent miraculeusement à ouïr au dieu des tourne-disques. En fait, Pierre Schaeffer, c'est le premier DJ de l'histoire de la musique. Bien dans
il n'y a aucune offrir, offrir, car vieux moulin, car vieux moulin, car vieux moulin, car vieux offrir, offrir, car vieux moulin, car le saison, le saison, le changement d'artiste, changement d'artiste, changement d'artiste. Là, mais dans la, mais dans la, mais dans la, changement d'artiste, mais dans la, mais dans la. Ne pas, ne pas, ne pas, ne pas. Ne pas. Et qu'elle a, et qu'elle a, et qu'elle a, et qu'elle a, et qu'elle a. Lèvres sur les lèvres, sur les lèvres, sur les lèvres. Et sur les sur les sur les offrir, 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 offrir. Alors ça y est, la musique concrète est née. Alors qu'en est-il exactement? Dans la musique classique, que Schaeffer appelle musique abstraite, la phase 1 est une conception mentale, la phase 2 une expression chiffrée, écriture d'une partition, et la phase 3 est une exécution instrumentale. On va de l'abstrait vers le concret. Dans la musique concrète, c'est l'inverse. La phase 1 consiste à enregistrer des sons naturels ou artificiels à l'aide de micros et de disques souples. Le magnétophone grand public n'existe pas encore. Ces sons peuvent être des bruits, des sons instrumentaux, des voix, mais la plupart du temps, ils sont fabriqués par le compositeur devant le micro, mais pas de façon synthétique, comme dans la future musique électronique. Dans la phase 2, ces matériaux sonores sont traités, accélérés, ralentis, passés à l'envers, étouffés, filtrés, mis en boucle, etc. Et en phase 3, l'œuvre est montée par le compositeur, puis fixée une fois pour toutes sur un disque souple et plus tard sur bande magnétique. Le compositeur et musicologue et cinéaste Michel Chillon parle d'ailleurs d'art des sons fixés. Voilà ce qu'il écrit dans son ouvrage « L'art des sons fixés », paru en je ne sais plus quelle année. Pour une pièce de musique des sons fixés, il existe deux niveaux d'espace. L'espace interne à l'œuvre elle-même, fixé sur le support d'enregistrement, est caractérisé par les traits tels que les plans de présence des différents sons, la répartition fixe ou variable des éléments sur les différentes pistes, les degrés et qualités diverses de la réverbération autour de ceux-ci, allant jusqu'à son absence totale, etc. Et d'autre part, l'espace externe, lié aux conditions d'écoute, à chaque fois particulières de l'œuvre. Profil d'acoustique du lieu d'écoute, nombre, nature et disposition des haut-parleurs, utilisation ou non de filtres et de correcteurs en cours de concert, intervention ou non à la régie du son d'un interprète humain ou d'un système automatique de diffusion, etc. Alors, je vais peut-être vous paraître provocateur en disant que l'intérêt d'aller au concert est peut-être plus important concernant la musique concrète, alors même qu'il n'y a pas grand-chose à voir, que pour la musique classique, où les instrumentistes sont toujours placés au même endroit et dont le son est parfaitement restitué sur une bonne chaîne stéréo. En fait, c'est une musique qui ne sera donc jamais interprétée au sens classique du terme. Cette musique concrète est diversement reçue. Les musicologues sont déroutés parce qu'ils n'ont pas de partition à lire. D'ailleurs, les compositeurs se sentiront souvent obligés d'écrire des simulacres de partitions après la réalisation d'une œuvre concrète ou électronique. On a essayé, par exemple, à partir de partitions très détaillées de Stockhausen, de recréer certaines de ses œuvres électroniques, mais la plupart du temps, les œuvres ne ressemblent pas vraiment à celles qu'il avait faites lui-même. Les auditeurs sont également déroutés pendant les concerts parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Ils ne reconnaissent souvent pas l'origine des sons qu'ils entendent et ne peuvent donc pas prévoir la suite de l'œuvre. Enfin, le temps est chronologique et non métrique comme dans la musique classique. Schaeffer lui-même d'ailleurs est assez sceptique et ne croit qu'à moitié à son invention. Il ne supportera d'ailleurs pas de figurer dans les dictionnaires de musique en tant que compositeur. Voici d'ailleurs un dialogue entre Pierre Schaeffer et Jean Toscane qui date de 1952.
Vous aimez la musique très moderne. Vous êtes tout à fait d'accord, hein? Enfin, vous êtes responsable de la pire, si j'ose dire, de la musique dite concrète. Heureusement que je n'en annonce pas trop souvent. Vous savez, j'ai un peu froid dans le dos de cette musique. Je suis responsable de la trouvaille peut-être. Ce qu'ils en font, les autres, c'est autre chose. Oh, tout ce qu'il y a dans ce ils. Vous reniez la musique concrète? Non pas, mais j'adore Bach. Hein, il y a deux hommes en vous. Alors revenons en 1948, Schaeffer recherche un batteur percussionniste pour une symphonie de bruit. En 1949, il rencontre Pierre Henry, qui est subjugué par les idées de Schaeffer et qui ne composera plus à partir de cette date que de la musique concrète ou électroacoustique. Pierre Henry est né à Paris le 9 décembre 1927. Il est fils unique. Son père médecin aurait voulu être compositeur. Il ne va pas à l'école parce que ses parents lui payent des cours par des précepteurs. Contrairement à Schaeffer, Pierre Henry est un véritable musicien, puisqu'en 1944, il s'inscrit au Conservatoire de Paris dans les classes de piano et de percussion de Félix Passeronne, les classes de composition de Nadia Boulanger et d'harmonie d'Olivier Messiaen. Il travaille avec Schaeffer jusqu'en 1958, puis fonde son propre studio, le studio Absom, application de procédés sonores en musique électroacoustique, qu'il autofinance en produisant des musiques de films et des spots publicitaires. C'est lui qui, par exemple, qui faisait la publicité des pâtes Lustucru dans les années 60. Je sais pas si... Alors, je vais vous faire passer un extrait d'une bande-son qu'il a réalisée en 1962 pour le film d'horreur d'Henri Decoing, Maléfice. En 1982, il crée un second studio de recherche musicale, le studio Sonré, financé par le ministère de la Culture, puis par la ville de Paris, dans une petite ruelle du 12e arrondissement. C'est là d'ailleurs qu'il organisera ses fameux concerts en appartement. Schaeffer et Henry réalisent en 1949-1950 la première œuvre importante de musique concrète intitulée « Symphonie pour un homme seul ». Le mot « symphonie » étant à prendre au sens étymologique qui signifie « ensemble de sons ». Voilà la présentation de cette symphonie pour un homme seul par le musicologue Antoine Goléa. La première œuvre que vous entendrez ce soir est de Pierre Schaeffer et Pierre Henry. Son titre, « Symphonie pour un homme seul », annonce déjà ce qu'elle est, une symphonie faite à partir de bruits humains, de ces bruits qui accompagnent et ponctuent notre vie, mais laissons la parole à Antoine Goléa. Présenter la symphonie pour un homme seul, lorsqu'on n'est pas soi-même participant de la musique concrète, lorsqu'on ne vit, pour ainsi dire, pas à l'intérieur de la musique concrète, c'est forcément donner une impression de quelqu'un qui se trouve donc à l'extérieur, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'est imbu que des traditions de la musique tout court. Eh bien, lorsque je l'ai entendu pour la première fois, j'ai eu l'impression d'une construction assez fortement charpentée et pensée, et qui avait pour but essentiel de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose. J'ai eu en somme l'impression d'une œuvre fortement romantique.
J'ai eu l'occasion d'en parler avec les auteurs et surtout avec Pierre Schaeffer, qui m'a dit qu'il ne voulait absolument pas faire quelque chose de romantique, qu'il voulait proposer une architecture extrêmement serrée en partant simplement de quelques matériaux sonores initiaux. Personnellement, à chaque nouvelle audition, et je l'ai entendu jusqu'à ce jour 3 ou 4 fois, à chaque nouvelle audition, j'ai eu vraiment l'impression que le titre avait commandé l'œuvre tout entière et que le titre en constituait l'essentiel élément autobiographique. Il y a là vraiment un cri humain de détresse auquel il est très difficile de se soustraire, et cette détresse devient particulièrement poignante lorsqu'elle se masque, comme c'est souvent le cas, d'ironie. Je ne sais absolument pas ce que la musique concrète va être dans l'avenir. Je sais que ces auteurs et ceux qui participent aux recherches de cette nouvelle forme d'expression disent eux-mêmes qu'ils en sont encore au balbutiement primitif. N'empêche que cette œuvre, telle qu'elle est, m'a toujours fait l'impression d'être comme à la pointe extrême d'une sorte d'expressionnisme moderne et dire toute l'angoisse et toute la détresse de l'homme seul en face de l'expérience de sa vie et de la fatalité qui le guette aujourd'hui partout, aussi bien sur la terre comme venant du ciel. Alors, Antoine Goléen n'avait pas tout à fait tort quand il pensait que la symphonie pour un homme seul était une œuvre romantique, puisque bien plus tard, Pierre-Henry montrera son goût pour la musique romantique en utilisant Wagner dans son Dracula de 2002, Bruckner dans son Utopia envoi à Jules Verne de 2005 et Beethoven dans sa 10e symphonie de Beethoven. Alors avant de passer quelques extraits de la symphonie pour un homme seul, vous allez entendre un extrait de la 10e symphonie de Beethoven, de Pierre-Henry donc, dans sa version originale de 1986, plutôt que dans la version remix de 1998, trop boom boom techno à mon goût. Voici maintenant 3 extraits de cette symphonie pour un homme seul. D'abord prosopopée. Non.
Héroïca, toujours de la symphonie pour un homme seul. Ah. Bien. Ah. 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 Yeah, yeah. Et voici Héroïca. La bande magnétique et le magnétophone grand public font leur apparition au début des années 50, et là c'est une véritable révolution, parce que la bande permet le montage, le découpage, le collage, la suppression ou du moins l'atténuation de l'attaque d'un instrument, en coupant la bande de façon oblique. Et c'est donc un support beaucoup plus pratique que le disque souple. Voici la toute première œuvre pour bande magnétique qui date de 1951. Elle est de Pierre Henry. Elle s'appelle Vocalise. Vocalise fait partie en fait de son microphone bien tempéré, clin d'œil au clavier bien tempéré de Bach. Alors le morceau suivant s'appelle Dripsody. Il est le fait de Hugh LeCane. Hugh LeCane, c'est le premier compositeur canadien de musique concrète. LeCane enregistre une seule goutte d'eau qu'il réenregistre ensuite plusieurs fois à des vitesses différentes pour en faire le montage suivant.
Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce morceau? Parce que Pierre-Henry l'a piqué, sans le dire, pour l'intégrer dans sa Reine verte en 1963, comme vous allez l'entendre. Cette conception de la musique ne plaît évidemment pas aux vrais compositeurs, entre guillemets. Malgré tout, ils vont tous passer par le studio de Schaeffer, ainsi Pierre Boulez, Olivier Messiaen, Karl-Heinz Stockhausen, Jean Barraquet et même Darius Milhaud et Henri Sauguet vont composer une ou deux pièces de musique concrète, mais vont rapidement fuir cet endroit où l'on ne fait, selon eux, que du bricolage. Leur principal reproche est que la hauteur des sons est trop mal définie dans la musique concrète. Il est vrai qu'on peut difficilement faire un do avec une casserole ou un chemin de fer. Voici d'ailleurs ce qu'écrit Pierre Boulez dans l'encyclopédie Fasquelle de 1958 à la rubrique musique concrète. Entre parenthèses, on peut se demander pourquoi on demande à quelqu'un qui déteste ce genre de musique d'en faire un article dans une encyclopédie de musique. C'est un peu comme si on demandait à un grand chef de faire un article sur la choucroute alors qu'il déteste la choucroute. Alors, voilà ce qu'il dit. Des appareils pour le moins médiocres, un aimable laisser-aller ont fait du studio de musique concrète un bric-à-brac sonore. Au lieu de mener à bien une classification acoustique, on s'est borné à échantillonner des réserves domestiques avec des appellations du genre son épais, son éolien et autres fantaisies d'humour douteux. Quant aux œuvres elles-mêmes, elles n'ont que leur titre pour se présenter à la postérité. Dénuées de toute intention créatrice, elles se bornent à des montages peu ingénieux ou variés, tablant toujours sur les mêmes effets, où locomotive et électricité tiennent la vedette. Rien ne relève d'une méthode quelque peu cohérente. Travail d'amateur en pèlerinage, la musique concrète ne peut même pas, dans le domaine du gadget, faire concurrence aux fabricants d'effets sonores qui travaillent dans l'industrie américaine du film. N'étant donc intéressant ni du point de vue sonore, ni du point de vue de la composition, on est fondé à se demander quels sont ses buts et son utilité. Le premier moment de curiosité passé, son étoile a beaucoup pâli. Les compositeurs qui se sont attaqués au problème de la musique électronique avaient une autre envergure, et si ce domaine devient un jour important, ce sera grâce aux efforts des studios de Cologne et de Milan. Alors presque tous les compositeurs sérieux, la plupart du temps sérielle d'ailleurs, puisque c'était l'époque où on faisait beaucoup de musique sérielle. Après leur déboire dans les studios de Schaeffer, ils vont se précipiter dans les studios de la WDR de Cologne. Alors ce studio de recherche est créé en 1950-1951 par Herbert Heimert et Robert Beyer. C'est dans ce studio que naît ce qu'on appelle alors la musique électronique. Dans la musique électronique, le son est produit artificiellement par des oscillateurs électriques plus ou moins sophistiqués. Le son électronique est mesurable et sa hauteur et son intensité sont donc contrôlables, d'où l'intérêt des compositeurs classiques qui veulent pouvoir tout contrôler.
Ces sons nouveaux sont créés par synthèse additive, en superposant plusieurs sons sinusoïdaux purs, ou par synthèse soustractive, c'est-à-dire en partant d'un bruit blanc et en filtrant les fréquences non désirées. Voilà la première étude électronique de Karlheinz Stockhausen qui date de 1953. La plupart de ces compositeurs utilisent l'électronique pour atteindre leurs objectifs dans le domaine de la musique sérielle intégrale. À partir de cette époque, des studios de recherche vont se créer un peu partout dans le monde, la plupart du temps au sein des radios ou des universités. En 1952, à l'université de Columbia, dans l'État de New York, avec Otto Luening et Vladimir Ussachevski. En 1958, à la RAI de Milan, avec Bruno Maderna et Luciano Berio. Et à Tokyo, avec Toru Takemitsu. Toutes ces écoles se critiquent plus ou moins entre elles. Les concrets considèrent que la musique électronique est trop austère, laborieuse et insipide. Ceux de Cologne considèrent que la tape music des Américains ressemble à des légumes mal nettoyés. Quant à la musique concrète, elle ressemble, dit Stockhausen, à une poule cactante évadée du poulailler pseudo-surréaliste de Jean Cocteau. Alors remarque, on ne peut que lui donner raison quand on entend cet extrait d'une œuvre récente de Pierre Henry, intitulée Pulsation, on devrait plutôt dire Pulsation, et qui date de 2007. Elle est toute récente. Ces querelles vont plus ou moins s'atténuer à partir de 1956, lorsque ces divers studios utiliseront aussi bien les techniques de la musique concrète que celles de la musique électronique. On parlera dorénavant de musique électroacoustique, puis plus tard de musique acousmatique. Mais ce terme, inventé par François Bell, successeur de Pierre Schaeffer à la tête du GRM à partir de 1966, ne s'imposera pas. Cet adjectif acousmatique désigne le son sans voir sa cause, et en particulier le son entendu sans être accompagné d'une visualisation. C'est en fait Pythagore qui avait utilisé cet adjectif
lorsqu'il enseignait derrière une tenture afin que ses élèves ne le voient pas et puissent ainsi développer pleinement toutes leurs capacités et leur concentration. Les deux premières œuvres de musique électroacoustique sont nées simultanément à Paris et à Cologne en 1956. Il s'agit du Gesang der Jünglinge, le chant des adolescents de Stockhausen, et le haut voltage de Pierre Henry. Voici d'abord Gesang der Jünglinge. Alors, pour vous montrer à quel point il était compliqué à l'époque de construire une œuvre pareille, je vais vous lire un extrait d'un commentaire de Stockhausen. Voici comment nous avons procédé pour fabriquer une texture sonore de 20 secondes. Je m'installais dans le studio avec 2 collaborateurs. 2 d'entre eux nous tenaient les boutons. D'une main, l'un de nous contrôlait les niveaux et de l'autre main, il s'occupait de la vitesse des impulsions d'un générateur qui passait dans un filtre. Un deuxième musicien avait un bouton correspondant au niveau et un autre à la fréquence du filtre, et le troisième manipulait un potentiomètre pour dessiner l'enveloppe, la forme de l'événement sonore global, et par ce fait, il l'enregistrait. Je dessinais les courbes, par exemple, courbes qui devaient être suivies par le mouvement des boutons pendant 20 secondes. Et pendant ces 20 secondes, un autre musicien devait bouger le bouton de fréquence des impulsions de 4 à 16 impulsions par seconde, suivant une courbe que j'avais tracée sur le papier. Et le troisième musicien devait actionner le bouton de fréquence du filtre, suivant une troisième courbe. On va noter bien la bonne qualité du son, c'est quand même remarquable pour l'époque, 56. Hein. Voici donc un extrait de Gesang der Jünglinge de Stockhausen. Ça s'appelle le chant des adolescents, mais en fait, c'est le même adolescent qu'on entend, qu'il a fait chanter plusieurs fois, et puis qu'il a... Voilà. Alors maintenant, voici Haut voltage de Pierre Henry, donc la même année, qui utilise sa propre voix transformée par une machine de son invention, le laryngophone. Il utilise aussi des sons piqués dans sa propre phonothèque, ainsi que des sons électroniques. Il avait à suivre l'argument du ballet de Pierre Rallis, que Maurice Béjart a monté, et qui est le suivant. Une femme détient un fluide magnétique dont elle se sert pour dominer un jeune homme qui aime une jeune fille très pure. Lorsqu'il est en transe, ce jeune homme est chargé d'une énergie de très haut voltage. La femme pousse alors la jeune fille dans les bras du jeune homme et est ainsi électrocutée. Le jeune homme se réveille, découvre le cadavre de sa bien-aimée, piétine la femme qui détient le pouvoir, excite la foule contre elle et meurt d'une crise de démence. Ce ballet a été créé à l'Opéra de Metz le 26 mars 1956.
Maurice Béjart a collaboré avec Pierre Henry depuis toujours, puisqu'il a chorégraphié Orphée en 1952, La Symphonie pour un homme seul en 1955, Haut voltage en 1956, Investigation en 1959, Les Variations pour une portée et un soupir en 1963, La Reine verte aussi en 1963, et surtout sa Messe pour le temps présent en 1967, qui va les propulser tous les deux au firmament de la célébrité. Michel Chion signale d'ailleurs dans son livre sur Pierre Henry que dans un François de 1969, on peut lire une liste stupéfiante et qui laisse rêveur aujourd'hui des meilleures ventes de disques classiques. 1. Messe pour le temps présent de Pierre Henry et Michel Colombier. 2. Vision cosmique de Jean Guillou. 3. Un disque des percussions de Strasbourg avec des œuvres de Kabelach et de Oana. 4. La Sinfonia de Luciano Berio avec les Swingle Singers. 5. Les Variations pour une portée et un soupir de Pierre Henry. Donc les 5 premières meilleures ventes de disques classiques à cette époque-là, c'était la musique contemporaine. Après viennent évidemment les classiques, les tubes, les 4 saisons de Vivaldi, l'Adagio d'Albinoni et autres symphonies de Mozart ou Beethoven. Moi, je me souviens moi-même qu'au début des années 70, on trouvait pêle-mêle dans les bacs réservés aux nouveautés le dernier Pink Floyd à côté du dernier Stockhausen ou les derniers Lou Reed à côté du dernier Pierre Henry. D'ailleurs, Pierre Henry collabora avec plusieurs groupes rock comme Spooky Tooth en 1969 sur l'album Cérémonie. Collaboré avec Urban Sax, le groupe de Gilbert Hartmann en 82, ou encore plus récemment avec le groupe punk américain Violent Femmes dans Intérieur-Extérieur de 1996.
collaboration la plus célèbre reste celle qu'il a eue avec Michel Colombier, qui est célèbre pour ses musiques de films comme Une chambre en ville de Jacques Demy, et qui est arrangeur de plusieurs chansons de Serge Gainsbourg, comme Bonnie and Clyde. Voici un extrait de cette fameuse messe pour le temps présent. C'est Michel Colombier qui a composé le morceau, enfin la chanson, et c'est Pierre-Henry qui a rajouté les bidouillages électroniques par-dessus. Après cela, c'est le début de la gloire pour Pierre-Henry, puisque presque tous les DJ du monde, enfin presque, lui vouent une admiration sans borne, et que Pierre-Henry, chaque fois qu'il est invité quelque part, attire des foules immenses, comme on a pu le constater à l'Arsenal en septembre 2012, et comme on le constatera certainement pour sa création ici même de Fanfare en arc-en-ciel, le vendredi 27 mars à 20h. Alors pour terminer, je voudrais vous passer une œuvre complète de Pierre-Henry, que Pierre-Henry avait réalisé en 1954 pour un spectacle de Boris Vian au cabaret La Rose Rouge. Ça s'appelle « Qu'est-ce qu'il dit ?» Notons que c'est la propre voix de Pierre-Henry que l'on entend. Et on en profitera pour admirer quelques pochettes de disques de Pierre-Henry. Je prendrais bien un petit biscuit avec un verre de Porto. Ah, ça fait du bien. Oh, excellent. Tu en veux un?
Mais enfin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais la maison est sans dessus-dessous. Comment? Comment? Quoi? Quoi? C'est nouveau, ça. C'est incroyable, je suis toujours le dernier prévenu. Gisèle! Gisèle! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, ça va. Oh. Oh. Pour vous obliger d'y penser souvent, d'y penser encore. Voici. Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Quand les lilas refleuriront, au vent les capuchons de laine, robes rouges nous remettrons, quand les lilas liés par des nœuds de rubans coquets. Ah, jeune homme. Hein? Ce ne sont pas là de nobles bouquets, signés de la main de savants fleuristes. Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Non mais dites donc, mais où vous croyez-vous? Mais...
espèce d'insolent. Sur le tapis vert de la plaine, nous reviendrons danser en roue. Quand les lilas refleuriront.